Une nouvelle journée de playoff, une nouvelle analyse de match. Vous connaissez la formule sur le Dreamcast Show. D'ailleurs, vous êtes maintenant 8000 à nous suivre. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Et nous, on va continuer notre travail. Et aujourd'hui, on va direction l'Ohio pour analyser le match entre les Raptors et les Cavaliers qui a permis à Cleveland de gagner 3-2 dans la série. Alors, sans plus attendre, analyse de match. Première chose qui saute aux yeux sur ce match, c'est l'importance de Scottie Barnes dans la structure de l'attaque de Toronto et à quel point ils sont finalement dépendants de lui, mais son passing a été particulièrement impressionnant. En fait, il l'utilise beaucoup comme quarterback et comme meneur de jeu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours un très bon spacing, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment très resserré. Ça manque beaucoup de shooters à Toronto, mais à Toronto, on n'a pas de shooters, et on a des idées. Et regardez, Shed qui, plutôt que de rester statique du fait qu'il ne soit pas respecté à 3 points et ignoré par la défense, il va venir couper dans le dos, et la force de Scottie Barnes, c'est qu'il arrive à le trouver sous le cercle. Avec Scottie Barnes, ce qu'ils ont essayé de faire du coup, c'est d'attaquer James Harden et Donovan Mitchell le plus possible pour utiliser sa gravité et en fait forcer la défense à venir à plusieurs sur lui pour profiter de son passing. Encore une fois ici, c'est Jamal Shead qui est laissé tout seul à 3 points et ça fait filoche. En fait, Scottie Barnes c'est le moteur offensif parce que c'est un des seuls joueurs qui a une vraie gravité et qui est capable de s'en servir grâce à son spacing. Ici, on a donc un pick and roll avec Jacoby Butler qui vient poser l'écran sur Dean Wade. Donc on va attaquer James Harden. On a le switch qui se met en place, mais Dean Wade veut rester connecté le plus possible et bloquer la ligne de drive. On a Mobley aussi qui a les yeux sur le ballon pour venir en aide sur le drive dès que possible. Et c'est là où le passing de Scottie Barnes est impressionnant. Il vient trouver Colin Murray-Boyles qui était seul pas trop loin du cercle et qui peut profiter du coup d'un petit flotteur le temps qu'Evan Mobley arrive sur lui. Et c'est vraiment celui qui profite le mieux des décalages et il est aussi assez utile comme connecteur. Ici vous voyez il a été utilisé comme poseur d'écran, cette fois Scottie Barnes, et du coup il va pouvoir venir sur cette zone du short roll pour attaquer la couverture défensive des Cavs. Et en fait qu'on arrive à le trouver dans cette zone là du terrain, malgré un très mauvais spacing encore une fois des Raptors, il arrive à trouver un joueur seul au cercle. C'est vraiment ça qui fait la force de Scottie Barnes et finalement qui le rend aussi important et qui rend les Raptors un peu dépendants de sa présence sur le terrain parce qu'il est capable d'être le créateur et le connecteur, mais c'est un peu le seul. La chance des Raptors, c'est que Donovan Mitchell est un très mauvais défenseur, en tout cas considéré comme tel, et du coup les Cavaliers le surprotègent un tout petit peu. Ici vous avez l'écran, et Jamal Shead, qui n'est pas une vraie menace au scoring, invite quand même ici Evan Mobley à venir en aide sur Donovan Mitchell qui était resté coincé dans l'écran. Et c'est là du coup où on trouve la zone du short roll pour Scottie Barnes. Une fois que Scottie Barnes est trouvé sur le short roll, regardez à quel point la raquette est contractée. Il n'y a absolument aucun espace et pourtant, petite pocket pass pour notre ami Jacob Poeltl qui se retrouve dans sa zone préférentielle au niveau du flotteur. Ce qui est super avec Scottie Barnes aussi, c'est que c'est un moteur de transition qui arrive à jouer et à trouver le joueur libre sur ce genre de situation. Donc vraiment dans toutes les configurations possibles, Scottie Barnes va avoir beaucoup d'importance pour Toronto par sa gravité, son passing et par le fait que ce soit peut-être le seul créateur de qualité. Dommage que parfois ses coéquipiers ont un peu de mal à attraper ces ballons. Ça donne un petit peu d'espoir pour Toronto de se dire que le jour où ils arriveront à l'entourer de joueurs avec du spacing et qui peuvent attraper des ballons en mouvement, on pourrait avoir un joueur qui s'approche pas de Magic Johnson, mais quand même son passing pour sa taille est vraiment très impressionnant. Passons maintenant au dilemme Mobley et à la bataille tactique du pick and roll. Au début de la série, Jacob Poeltl défendait sur notre ami Jarrett Allen juste ici. C'était assez problématique pour la défense de Toronto parce que ça ne permettait pas de garder Jacob Poeltl proche du cercle comme Jarrett Allen est le partenaire préférentiel de pick and roll de James Harden juste ici. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé les match-ups et on a donc maintenant Jacob Poeltl qui défend sur Evan Mobley alors que les Cavaliers préfèrent poser des écrans avec Jarrett Allen et ça casse un petit peu la structure offensive des Cavaliers qui ont du mal finalement
à trouver des bons tirs au cercle dans cette configuration. Vous voyez, Jacob Poeltl défend sur Evan Mobley et on retrouve donc de plus en plus souvent Evan Mobley comme poseur d'écran, mais ça ne créait pas de si bon décalage que quand c'était Jarrett Allen qui posait des écrans. Il est maintenant défendu par R.J. Barrett, il ne peut pas vraiment l'attaquer en 1 contre 1 et ça casse la structure de l'attaque de Cleveland. Alors quand Scottie Barnes passe en dessous, on a 2-3 possibilités de pull-up, mais Scottie Barnes est un assez bon défenseur pour finalement, à certains moments, passer au-dessus ou en dessous de l'écran et quand même venir contester le tir à 3 points. Vous voyez par cette disposition, Jarrett Allen essaye de faire du post-up sur R.J. Barrett mais n'obtient pas la balle de la part de Evan Mobley. Et Evan Mobley n'arrive pas non plus à attaquer Jacob Poeltl en 1 contre 1 parce qu'il n'y a pas assez de spacing dans cette attaque des Cavaliers. Et en fait, en coupant le pick and roll avec Jarrett Allen, vraiment les Toronto Raptors ont coupé l'attaque des Cavaliers et ça a rendu les passes beaucoup plus compliquées pour Donovan Mitchell et James Harden. Sauf qu'en deuxième mi-temps, Cleveland a commencé à trouver des solutions. Ils ont continué à utiliser Evan Mobley comme porteur de balle, sauf qu'au lieu d'attendre bêtement avec Jarrett Allen dans la raquette, ils l'ont utilisé comme poseur d'écran. Regardez ici, on a une stagger action, donc on a 2 écrans pour Evan Mobley qui est le porteur de balle. Evan Mobley devient donc le meneur de jeu sur l'action. Vous avez Donovan Mitchell et James Harden qui offrent du spacing et Max Strus et Jarrett Allen qui viennent en poseur d'écran. Jacob Poeltl de sa grande taille est en galère quand il s'agit de traverser des écrans, reste coincé. R.J. Barrett reste lui coincé derrière Jarrett Allen et vous avez quoi ? Un tir au cercle ouvert. Et voilà comment on change un problème en une solution. Autre solution, profiter des erreurs tactiques à certains moments des Raptors. Regardez ici, Evan Mobley est défendu par Jamal Shead au lieu d'être défendu par Jarrett Allen. Poeltl indique à Jamal Shead de faire la rotation off-ball pour venir sur Jarrett Allen pour que lui puisse rester proche du cercle. Bon, du coup, ce que fait Jacob Poeltl, c'est qu'il va quand même venir défendre le pick and roll parce que il peut pas laisser Jarrett Allen complètement tout seul non plus et il faut bien venir au niveau de l'écran pour gêner James Harden, mais ça casse la structure défensive parce que maintenant, le low man, c'est Jamal Shead qui est haut comme 3 pommes. On arrive donc derrière la couverture défensive à trouver Jarrett Allen sur le short roll et à ce moment-là, qui est là pour protéger la raquette ? Scottie Barnes est coincé dans le corner sur Max Strus. On a donc sur le côté faible R.J. Barrett qui fait une rotation que les premiers samedis du mois et Jamal Shead du coup qui ne permet pas d'apporter de la protection de cercle et c'est un nouveau dunk. Ce qui pose problème souvent avec Jarrett Allen comme poseur d'écran, c'est qu'en fait, ils sont pas très bien ces écrans. Et sur la deuxième mi-temps, il y a une meilleure qualité d'écran de la part d'Evan Mobley qui va donc créer de meilleurs décalages. Regardez ici, il est vraiment statique, il est large au niveau de ses hanches et Jamal Shead reste vraiment coincé dans l'écran, ce qui permet d'obtenir un vrai décalage parce que Jacob Poeltl est obligé de venir dans la ligne de drive de James Harden, ce qui permet donc de trouver cette pocket pass sur le short roll. La passe est réalisée à Evan Mobley, on se retrouve encore une fois avec un décalage dans la raquette et avec de mauvais protecteurs de cercle et obtention de lancer franc par Evan Mobley. Pour optimiser Jarrett Allen, ce qui a été intéressant aussi sur la deuxième mi-temps, c'est d'aller chercher des positions loin dans la raquette. Jarrett Allen est défendu par un ailier, R.J. Barrett, alors plutôt que de venir demander le ballon dans cette zone-là du terrain, autant venir prendre de l'avance, venir se mettre dans le dos du défenseur parce que la passe peut passer par-dessus et il obtient des meilleures situations au cercle. Je vous parlais de la bonne pose d'écran d'Evan Mobley. Regardez ici, l'écran est posé très haut. Scottie Barnes est un peu coincé dans l'écran, ce qui force du coup Jacob Poeltl a monté un tout petit peu et en plus il y a un deuxième écran ici de Dean Wade et là-dessus magnifique manipulation défensive de Donovan Mitchell. Et puis l'autre aspect du jeu qui a beaucoup aidé Evan Mobley, c'est qu'il a pris des 3 points et qu'il les a mis. Et ça du coup ça casse totalement la stratégie de faire jouer Jacob Poeltl en défense sur Evan Mobley parce que si Evan Mobley commence à mettre ses 3 points, en tout cas à les prendre, ça va changer un petit peu la structure de la géométrie défensive. Passons maintenant à ce qui a réellement fait gagner le match aux Cavaliers, leur profondeur et leur connecteur. Alors pourquoi c'est aussi important que ça ? C'est parce que beaucoup de fois, Donovan Mitchell et James Harden sont doublés. Et c'est là où Max Strus, Dennis Schroeder et Jason Tatum vont être très utiles parce qu'ils sont capables de bouger sans ballon et de punir les prises à 2.
Regardez ici, on a une nouvelle prise à 2 de RJ Barrett et Jacoby Walter sur James Harden. Donc vous voyez ici, vous avez vraiment cette situation-là. Et plutôt qu'attendre ici au niveau de la zone du 45, Jason Tatum va intelligemment venir flasher au centre du terrain. Et en fait, ça crée beaucoup plus de décalage. Parce que quand la passe facile derrière la double team elle est à 45, finalement les tirs à 45 ici, les Raptors vont être OK de les accepter et vont préférer défendre les corners et la raquette. Donc, de venir chercher le ballon ici, ça va venir casser la structure défensive. Vous avez ici Sandro qui doit venir du coup en aide sur Jarrett Allen. Et ça libère du coup la coupe de Dean Wade vers le cercle, le temps que RJ Barrett revienne sur sa position de départ après avoir doublé James Harden. Et s'il y a besoin de cette profondeur, c'est parce qu'il est très difficile de manœuvrer autour de cette défense de Toronto qui est vraiment très agressive sur la ligne de passe et qui arrive à doubler et en même temps couper les accès au ballon aux autres joueurs. Alors, regardez un petit peu comment ils s'en sont sortis du côté de Cleveland. On a déjà Max Strus qui porte la balle et qui va ensuite faire la passe dans un second temps à Dean Wade pour que finalement le ballon arrive enfin dans les mains de James Harden. Mais plutôt que venir chercher James Harden ici dans la zone du terrain où c'est facile de le doubler, ils viennent le chercher à 45 degrés avec un corner complètement vide. Pourquoi c'est important ? Parce qu'au moment où Sandro vient rester dans la ligne de drive pour aider Scottie Barnes à gêner James Harden, vous avez déjà pas une aide qui peut venir de la gauche comme ici, et vous avez aussi cette passe-là qui est ouverte vers le cercle. Et en fait, c'est changer la géométrie du terrain pour éviter que les double teams soient trop difficiles à manœuvrer. Et c'est là où Max Strus, par exemple, va être très utile à une passe du ballon. Sur cette action, par exemple, ils viennent doubler James Harden assez tôt dans la possession, mais on a un très bon joueur à 3 points qui est capable aussi de dribbler. Première passe ici, il va attaquer le close-out, repasser le ballon à James Harden, qui peut lui attaquer dans un second temps. Et c'est là où d'avoir de la profondeur sur les ailes, d'avoir des connecteurs, ça va être très utile pour les Cavaliers. Quand James Harden et Donovan Mitchell vont être doublés, ils vont pouvoir s'en remettre finalement à Dennis Schroeder qui a été en feu dans le 4e quart-temps, mais aussi à Tyson et à Strus qui apportent de vraies solutions offensives et qui peuvent attaquer, driver et shooter quand Donovan Mitchell et James Harden sont doublés. Et en fait, d'avoir d'autres créateurs qui ne sont pas pris à deux, ça permet d'avoir un bien meilleur spacing pour les Cavaliers. Bon, après c'est sûr que ça marche d'autant mieux quand Dennis Schroeder rentre ses pull-ups à 3 points alors que la défense ne le respecte pas, mais ça fait partie de la variance. Très bonne intelligence de jeu encore une fois ici de Cleveland dans les dernières minutes. Vous voyez, on a nos spacer connecteurs avec Strus, Sam Merrill et Dennis Schroeder. Et on a notre pick and roll sur un côté vide. Encore une fois, vous reconnaissez ces actions où personne n'est dans le corner avec Jarrett Allen qui vient poser l'écran. Et comme il n'y a pas de Jakob Poeltl, on n'a plus vraiment le protecteur de cercle qui venait nous gêner sur ces actions-là. On a donc notre écran qui est fait et le switch all qui est opéré. Scottie Barnes reste du coup face à James Harden et le switch est opéré du coup sur Jarrett Allen. Ce qui va finalement inviter la défense à venir protéger Jamal Shead proche de la raquette et qui ouvre la passe ici à Max Strus. Max Strus reçoit le ballon avec un temps d'avance et comme c'est pas simplement un shooter, il peut attaquer le close-out, venir en drive et ici comme on l'a dit au début de l'action, il n'y a plus de Jakob Poeltl, donc il n'y a plus de protection de cercle, pocket pass à Jarrett Allen et la finition au cercle. Sur la fin de match, la défense de Cleveland a aussi fait un bien meilleur travail de protection de cercle et de couper les lignes de passe en vraiment ne respectant aucun shooter et Scottie Barnes a eu beaucoup plus de mal finalement à pouvoir trouver de la création, a été un peu coupé du jeu, quitte lui aussi à être pris à deux et finalement quand toutes les défenses finissent à prendre à deux les stars, c'est les role players qui vont venir faire la différence et de ce côté-là finalement c'est Cleveland qui a des bien meilleurs role-players que Toronto et ça a fait la différence sur la fin. Alors voilà un petit peu comment ils sont sortis du côté de Cleveland, mais quand on regarde les stats, on se rend compte qu'en fait, il y a peut-être eu une grosse surchauffe du côté de Cleveland. La bataille des possessions a été ultra dominée par Toronto, notamment au niveau du rebond offensif, et en fait Cleveland s'en est sorti grâce au lancer franc provoqué et à potentiellement une surchauffe à 3 points. Et c'est là où on se dit qu'un Game 6 peut être très serré, parce qu'en réalité,
Toronto n'a pas été tant dominé que ça. Les deux équipes ont rentré beaucoup plus leurs 3 points qu'habituellement. Ils ont manqué d'efficacité au cercle du côté de Toronto, mais ils ont gagné la bataille des possessions et ça pourrait donner un match 6 très serré au Canada et potentiellement un Game 7 ce week-end. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis je vous dis à demain